Bonjour tout le monde, c'est Maria. Mon numéro de site est le 168914915 et je reviens ici pour parler de l'origine des Indiens selon Hispania Vinci, les 5 premiers livres de la Chronique générale d'Espagne écrite par Ocampo. D'abord, je vais présenter Florian d'Ocampo, l'écrivain. Ensuite, on va présenter le livre et finalement, on attaquera au sujet sur l'origine des Indiens d'après ce livre. Florian d'Ocampo, il est né en 1499, il est décédé en 1558. En 1521, il était sous la protection de deux comuneros qui s'appelaient Antonio de Acuña et Juan de Ontañón. En fait, à cette époque, il y avait eu Jeanne, qui était appelée Jeanne la Folle, qui était venue gouverner en Espagne avec son mari Philippe le Beau. Il y avait eu une crise politique parce que les partisans de Ferdinand le catholique, ils ne voulaient pas de cour étrangère gouverner sous l'Espagne. J'explique un peu, c'est que, comme vous savez, il y avait Ferdinand le catholique Ferdinand qui s'était marié à Isabelle de Castille, ce qui avait réuni les deux territoires. Mais lorsque Isabelle de Castille était décédée, elle qui était la reine de Castille, Ferdinand d'Aragon, il a continué de gouverner l'Aragon, mais pour gouverner Castille, c'était sa fille Jeanne, qui était mariée avec un étranger, parce que tous ou presque tous les enfants d'Isabelle et de Ferdinand ont marié des rois ou des successeurs de rois et de reines étrangères afin d'épargner, pour ainsi dire, d'agrandir le pouvoir de l'Espagne. Mais voilà que lorsqu'il a fallu que un gouvernant étranger vienne devenir le roi de l'Espagne, puisque Philippe le Beau, il avait voulu, en fait, je crois qu'il avait même réussi à épargner son épouse du pouvoir pour des raisons qu'il avait dit mentales. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, il y avait une cour qui s'était établie, qui n'était plus espagnole, et ceux qui étaient membres à la cour du vivant d'Isabelle la catholique, ils étaient contre, et ils s'étaient soulevés, et ils avaient demandé la permission de Jeanne, qui était enfermée à Tordesillas, et qui avait même signé un document donnant la épaulance que les comuneros, eux, ils demandaient. Qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, c'était Charles Quint, le fils de Jeanne la Folle et de Philippe le Beau, qui avait pris le pouvoir, qui avait été le successeur. Et disons que Charles Quint avait fait appel à Florian d'Ocampo pour ce que Florian d'Ocampo devienne le chroniqueur officiel de l'Espagne, de la cour. Pour ce fait, un chroniqueur, il doit écrire des chroniques. Et Florian d'Ocampo, là, son métier est d'écrire des chroniques, mais là, je ne suis pas trop sûre si ça a été sa décision à lui ou quelqu'un qui le lui a imposé. Il avait pris comme modèle les antiquités de Año de Viterbo, qui avait été publié en 1498, avant sa naissance. Cette donnée me fait penser que quelqu'un le lui avait dit d'utiliser ce livre-là, qu'il risquait peut-être pas de connaître, peut-être pas de ne pas connaître, parce que, comme je répète, le livre avait été publié avant la naissance de Florian d'Ocampo. Quoi qu'il en soit, les Año de Viterbo, il avait écrit, comme je viens de dire, les antiquités qui ont été dénoncées par la suite
comme des fourberies. Et même de nos jours, ils ont étudié comme si c'était pas vrai. Je voudrais... Non, j'ai vu une vidéo à propos, mais je crois qu'elle est en espagnol. Je veux la mettre pour ceux qui veulent entendre l'espagnol et entendre le programme d'espagnol, mais c'était assez intéressant parce que Año David Terbo, en écrivant les Antiquités, il voulait plaire le pape à l'époque qui était en espagnol, qui était Borgia. Donc bien sûr, il avait énormément vanté l'histoire de l'Espagne, qu'il avait raccordé avec des éléments mythologiques et venant de la Bible. Par exemple, Año David Terbo, il dit que les Espagnols sont descendants de Tubal, qui était de Tubal, qui était lui-même lié à Noé. Donc, et que la langue la plus pure, elle était l'espagnol. C'était, je crois, Tubal, il parlait l'espagnol, même si ça n'apparaît pas dans la Bible, ce qui fait que l'espagnol devient une langue noble. Je crois qu'elle est la seule langue qui, d'après Viterbo, fait partie de la Bible. C'est une langue biblique, c'est-à-dire c'est la plus pure que l'on puisse trouver dans le monde au XVe siècle. Bref, Año David Terbo, il est empoisonné à la fin de sa vie, je crois, parce que même s'il veut plaire le pape Borgia, il n'aime pas le fils, donc il faut aimer tout le monde. Et tout ça pour dire que Florian d'Ocampo, lui aussi, on ne sait pas trop si, comme je dis, ça a été imposé ou c'était de lui-même qui avait voulu suivre ce livre. Mais ce qui est presque sûr, c'est que ce qu'il a écrit dans ses chroniques l'a fait pour plaire au roi et quelque part pour trouver la miséricorde du roi à son égard à cause de son passé de communero. Maintenant, nous allons parler du livre. Le livre. Le livre, il y a eu comme 3 publications. La première, c'est en 1541. Il y a eu un livre qui a été publié sous le nom les 4 parties entières de la chronique d'Espagne que le grand roi Don Jean le Sage demanda publier. Je dis le titre en espagnol. 4 partes enteras de la crónica de España que mandó componer el serenísimo rey Don Juan llamado el Sabio. En 1543, il y en a un deuxième livre. Je dois avouer, je ne les ai même pas trop cherchés en français. Donc, je ne sais pas s'ils existent. J'en suis navrée. Donc 1543, en espagnol, c'est Los 4 libros primeros de la Crónica General de España que recopila el maestro Florian de Ocampo. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est pas le roi Don Jean el Sabio qui, appartenant, si je ne me trompe pas, à la dynastie Trastamara, qui fait la chronique, c'est lui-même Florian d'Ocampo. Je vais essayer de dire le titre en français. S'il y en a une publication française qui ne comporte pas ce titre, ça doit être de l'à peu près. Donc, ce seraient les 4 premiers livres de la Chronique générale d'Espagne recueillis par le maître Florian de Ocampo. Et en 1553, il publie un 5e livre. Moi, je travaillais sur le 5e livre de 1553. Là, je vais essayer de résumer les livres un tout petit peu. Donc, le premier livre commence par le déluge et le peuplement de l'Espagne par Tubal, qui, on a dû le dire, il était le petit-fils de Noël.
Il y a aussi Noël qui vient en Espagne. Et lui, il fonde la ville de Noëlla. Ensuite, une immigration espagnole vers d'autres pays, d'autres territoires, comme l'Italie. Et il y a les Grecs qui arrivent en Espagne. Dans le deuxième livre, on trouve l'arrivée des Celtes qui quittent ensuite ce qui deviendra la Catalogne. Il y a l'arrivée des Phéniciens vers Cadix, où ils fondent les grandes villes dont Platon parle dans ses histoires. En fait, il existe une histoire qui était très connue à l'époque et qu'on attribue à Platon. En fait, d'après Critias de Platon, il y a eu à un moment donné une guerre contre les Grecs. Et cette guerre-là, il y a eu le peuple, c'était une guerre entre Grecs et Atalante. C'était une guerre entre les Grecs. Il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent que c'est une guerre entre les Grecs et les Éthiopiens, ou les Égyptiens, parce que elle a été rapportée par Solon, qui était un philosophe, d'après Critias, égyptien ou éthiopien. Et il y en a d'autres qui disent que c'était les Grecs contre X ou Y nationalité. Ici, par exemple, nous avons le cas des Espagnols qui, eux, ils entrent en guerre contre les Grecs dans une île inconnue qui, après un déluge de 3 jours et de 3 nuits, disparaît sous les eaux. Donc, ça, c'est ce que, grosso modo, c'est un peu l'histoire platonique. Mais pour Ocampo, en fait, ce sont des Phéniciens j'ai du mal là. Mais pour Ocampo, ce sont des Phéniciens qui habitent en Espagne, qui partent en Sicile, qui est l'île qui devrait disparaître après un déluge, pour faire la guerre contre les Grecs. D'accord? Et après cet épisode-là, il y a les Africains carthaginois qui arrivent en Espagne et se mélangent à la population espagnole. Il y a aussi des Celtes qui arrivent en Espagne et ils fondent l'Estrémadure. Et il y a les Espagnols andalous qui font la guerre contre les Phéniciens, qui partent en guerre. Et les Espagnols andalous, ils décident de faire la guerre contre les Carthaginois. Et là, il y a des guerres et des trêves entre eux. Ensuite, au troisième livre, dans le livre numéro 3, il y a les Andalousiens qui créent des nouvelles villes dont les Grecs et les Latins parlent dans leurs écrits. Dans le chapitre 3 commencent les batailles entre les Carthaginois et les Arabes. Et ceci fait que certains Andalousiens qui étaient en faveur ou qui bataillaient pour les Carthaginois et pour les Arabes, qui partent en Afrique. En ce même temps, il y a les navigateurs de Cadix qui réussissent à traverser l'océan. L'océan, soi-disant l'océan Atlantique. D'accord? Et disons que parmi ces Espagnols, pour ainsi dire, qui partent en Afrique parce qu'ils soutenaient les Carthaginois et les Arabes, on trouve Sappho. Sappho qui, lui, est le cousin des navigateurs Imilcon et Anon.
Émile Con et Anon qui viennent vivre en Espagne, bien sûr, en Andalousie. Émile Con et Anon, ils partent découvrir le nord de l'Afrique, d'où il vient, mais bon, avec des bateaux qui ont été mis à disposition par les Espagnols. Émile Con, lui, il part au nord, et Anon, lui, en fait, il doit rester sur Cadiz parce qu'il n'y arrive pas à faire des voyages, il a besoin de l'aide des Espagnols de Cadiz. Donc, on trouve dans ce même livre, qui est le livre 3, des guerres en Sicile contre les Grecs d'Athènes et des Espagnols carthaginois qui durent jusqu'au chapitre 27 du troisième livre. Au chapitre 17, on trouve que les Espagnols ont fait des grandes avancées en navigation et ils pêchent du thon dans l'Atlantique. Les Marseillais arrivent pour faire la guerre, bien sûr, vu que les Espagnols ils ont pas mal de connaissances maintenant en navigation et en pêche. Enfin, les Marseillais ils veulent aussi en profiter. Donc ils font la guerre et se mélangent avec les Grecs et deviennent les Galiciens. En fait, au début, d'après... c'est pas Oviedo, d'après Florian d'Ocampo, c'était, on les appelait les Gallo-Griegos au début, mais avec le temps, Gallo-Griegos c'est devenu Gallego. Donc ces Galiciens s'étendent au nord de l'Espagne. Et on rentre au livre 4e, c'est-à-dire que dans ce livre, les guerres en Sicile terminent, les Andalous se rebellent contre les Carthaginois. Et il y a des grandes troupes de Carthaginois qui arrivent en Andalousie, et il y a le capitaine Amilcar Barcino qui fonde lui-même des nouvelles villes et qui suffoque les rébellions. Donc, après Hamilton, vient le capitaine Asdrubal. Lui, Asdrubal, il demande que son beau-frère Hannibal s'occupe du gouvernement et Hannibal y arrive. Et donc, Asdrubal, il décède. Hannibal, j'ai vécu en Tunisie. Apparemment, Hannibal, lui, il était très connu parce qu'il était rentré, il avait fait la guerre aux Italiens. En fait, il était très connu parce qu'il avait pu marcher sur les Alpes avec des éléphants. C'est ce qu'on m'avait raconté en Tunisie. Ça fait partie peut-être des grandes histoires tunisiennes. Et bien sûr, Hannibal, il était carthaginois. Et donc, mais on verra que ici, ça change, la donnée change un peu avec Ocampo. Donc, Hannibal, qui est arrivé en Espagne, est le fils de Amilcar Barcino, c'est-à-dire le capitaine qui avait d'abord suffoqué les rébellions en Andalousie. Donc, Hannibal s'est marié avec des femmes espagnoles, mais comme il doit lui-même implanter son pouvoir en Espagne, il détruit beaucoup de villes, parmi lesquelles Sagunto, que certains chroniqueurs disent est devenu Sigüenza par la suite, mais d'autres chroniqueurs ils disent que non, que c'était pas Sigüenza. Et finalement, une fois qu'il termine ses batailles et ses guerres, il rentre à Cadiz pour vivre pacifiquement et heureusement avec son épouse espagnole et son fils. En ce moment-là, il y a les Romains qui arrivent en Espagne et il y a un grand exode d'Espagnols carthaginois qui quittent le pays. Hannibal, lui, il cherche à rejoindre l'Italie par navire, parce qu'apparemment les guerres sont très, très dures et virulentes, mais il n'y a pas de bateau. Donc, il décide de marcher. Les Espagnols, en le voyant marcher, ils décident de le suivre. Et tout à coup, là c'est déjà à la fin du livre 4e, il arrive aux Alpes. Lors du dernier livre 5e, on lit les histoires des Romains, qui ne sont pas bien sûr très gentils avec les Espagnols. Et
Francisco Aníbal, c'est-à-dire qui a un prénom totalement espagnol, décide de faire la guerre avec ses collègues, c'est les gens qui l'ont suivi à pied, en Lombardie contre les Romains. On fait appel, pendant que lui il fait la guerre en Lombardie contre les Romains, bien il essaie de lancer un appel au capitaine Asdrubal Barcino, qu'on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il sort, parce que le précédent Asdrubal, celui qu'il avait appelé pour gouverner en Espagne, était décédé au livre 4e. Mais bon, Asdrubal Barcino, il veut quitter l'Espagne pour arriver en Italie, mais voilà, c'est tellement difficile que avant d'y arriver, il doit faire la guerre contre beaucoup de Romains qui se trouvent en Espagne, notamment contre les troupes de l'Italien Neio Scipion. Donc, alors que Neio Scipion et Asdrubal ils font la guerre, il y a Emilce et Hannibal, c'est-à-dire la femme et le fils de l'Hannibal qui se trouve en Lombardie en train de batailler, qui se font tuer. Et il y a aussi Publio Cornelio Scipion, qui est le frère de Neio Scipion, qui arrive en Espagne pour aider les troupes romaines à batailler contre les Espagnols, parce que ce monsieur Asdrubal Barcino, il est super fort et il arrive à contrôler, pour ainsi dire, à nuancer, pour ainsi dire, les troupes romaines. À la fin de ce dernier livre, il y a Francisco Aníbal qui sort vainqueur des guerres. En fait, il est déjà arrivé à Rome. Et il gagne, aidé par les Espagnols qui habitent en Sicile, il parvient à combattre, à gagner en fait l'Italie. Et bien sûr, une fois que l'Italie est gagnée, il se donne rendez-vous avec les frères Scipion. Et les frères Scipion sont tués. C'est, comme je bien dit, c'est un livre assez long, mais c'est un bon livre de chevet. Et puis, il faut tenir en considération ce que je disais dans l'introduction. C'était des livres faits pour entretenir la population, pour amuser la population, notamment pour amuser le roi, dont on lui voulait les faveurs, pour ainsi dire, parce qu'il faut savoir que Ocampo, il aurait peut-être pu se faire tuer comme bien d'autres personnes à cause de la rébellion des Comuneros. Mais pourtant, il a été épargné, et c'est peut-être pour cela que ce livre a été conçu de cette façon. Là maintenant, on va parler du point qui nous intéresse, c'est-à-dire l'origine des Indiens d'après Général d'Ocampo. Maintenant, nous allons parler de l'origine des Indiens d'après le livre de Florian Ocampo. Donc, d'abord, dire que, comme nous avons fait remarquer précédemment, l'Espagne, il était peuplée après le déluge universel par Tubal, qui était le petit-fils de Noé. Bien sûr, il est rentré par l'Andalousie. Et de là, il s'était étendu par le reste de la péninsule ibérique. Dans le livre 3, chapitre 4, on peut déjà voir que lors du voyage de Hannon, il ne parvient pas
à naviguer au-delà de l'Atlantique. À l'intérieur, il ne parvient pas à pénétrer l'Atlantique parce que l'Atlantique était un océan que seulement les Espagnols pouvaient y pénétrer. On a déjà parlé préalablement que à un moment donné, il dit que les Espagnols pouvaient déjà pêcher du thon dans l'Atlantique. Donc voilà que Hannon, il doit se contenter de faire des découvertes, de découvrir, de naviguer autour des côtes des pays, de la côte africaine notamment. Ce n'est que dans le chapitre 8 que Hannon découvre des îles à 5 jours de navigation dans l'Atlantique. Et parmi ces îles, il y a île Pelagia, île Promontorio Barbarico. Et une fois que Hannon et les Espagnols sont rentrés dans la péninsule à travers Lisbonne, ce sont les navigateurs de Lisbonne qui, eux, se lancent à l'aventure de ces nouvelles îles. Dans le livre 3, chapitre 20, on voit que les Carthaginois découvrent des îles que les Espagnols naviguent ensuite et qui sont appelées les Andes. Il s'agit donc de Carthaginois qui partent de l'Andalousie et qui trouvent cette terre, les Andes, qui est une terre fertile mais qui n'est pas habitée. Donc, il y en a qui restent dans ces îles-là. Il y en a d'autres Carthaginois qui rentrent. Et donc, les Carthaginois qui rentrent, ils sont défendus de divulguer le secret de cette nouvelle terre fertile qu'ils ont trouvée, sous peine de mort. Donc, ces Carthaginois qui découvrent cette terre fertile qui est appelée l'Inde, on peut en avoir de deux sortes. Soit ce sont des Carthaginois purs, soit ce sont des Carthaginois mélangés aux Andalous. Ces Andalous qui, rappelons-le, sont descendants de Tubal, qui, rappelons-le, est le petit-fils de Noé. C'est-à-dire que si ces Carthaginois sont mélangés avec des Espagnols, c'est pas du 100% carthaginois, mais 50% carthaginois, 50% espagnol, on pourrait dire que ces Indiens-là qui viennent sont mi-carthaginois, mi-espagnols. S'ils sont mi-carthaginois, mi-espagnols, ils sont aussi de sang royal, de sang biblique. Ils sont aussi purs parce que, rappelons-les, tout comme Agno da Viterbo, il fait le langage espagnol le plus pur, le plus biblique, Florian de Campo, lui, il fait l'homme espagnol, de par son ascendant Tubal, le rend presque Dieu théitique, pour ainsi dire. Donc, ces Indiens-là, ils ont les mêmes propriétés que ces Espagnols qui sont partis, Espagnols carthaginois, qui sont partis, qui sont restés dans les Andes, parce que c'était fertile. Quoique, Florian de Campo ne le dit pas, passe par là très rapidement. Je veux dire, il ne dit pas que les Indiens sont merveilleux, qu'ils sont des descendants de Dieu, etc. Il ne va pas jusque-là. Par contre, si ces Carthaginiens-là sont purs, sont donc descendants d'une autre lignée d'Adam qui n'est pas tubalesque, comme nous. Il se peut qu'elle soit moins pure que l'espagnol.
parce que c'est pas des descendants de Tubal. Mais bien sûr, sont aussi des descendants d'Adam, parce que Noé, qui est descendant d'Adam, il avait peuplé tout le monde. Donc voilà, ils sont aussi descendants de Noé, ils sont descendants de Noah. Donc Noé, ils sont descendants d'Adam par une autre lignée que la tubalesque. Donc sont presque sont les égaux des Espagnols ou presque nos égaux. De toute façon, les relations entretenues entre les Espagnols et les Carthaginois, comme il a développé tout au long du livre, sont de longue durée. Sont des relations que parfois sont tendues, parfois sont amicales. Et on peut voir que à la fin du 5e livre, à la fin de tout le livre, comme disons chapitre de conclusion du livre, eh bien, ce sont les Carthaginois qui libèrent les Espagnols ou qui libèrent les Espagnols des Romains, de l'emprise romaine. Ce sont les Espagnols, les Carthaginois qui marchent sur l'Italie. Sont les Carthaginois qui tuent les 2 Scipions. Donc, Hannibal, il s'était marié à une Espagnole et il avait eu un enfant qui était mélange espagnol, mélange carthaginois. Donc, sous l'exemple de Hannibal le carthaginois, on peut déduire que Florian d'Ocampo a un espoir de voir un vrai mélange, une entente cordiale entre les Indiens des colonies et les Espagnols. Et qui sont, la plupart d'entre eux, descendants aussi des Carthaginois de la métropole. C'est-à-dire que d'une certaine manière, par le biais des Carthaginois et des Carthaginois, ben, les deux sangs, le sang des Indiens et le sang des Espagnols, est lié. On est frères. Et c'est la conclusion de ma présentation. Bon, j'espère savoir ce que vous en pensez et on se voit une prochaine fois. Au revoir.